Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture. On va parler de la révolution du co-farming. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose qui va être très important dans le futur pour aider les agriculteurs à retrouver de la compétitivité. Et on va avoir le plaisir d'en parler avec Sébastien Rombégouze. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'un site internet qui s'appelle AgriFind. On aura l'occasion d'en parler juste après. Jean-Baptiste Vervy, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous occupez de la stratégie digitale au sein de la FDSEA 51, donc de la Marne, et en même temps, vous êtes agriculteur. AgriFind, c'est quoi? Alors AgriFind, c'est une start-up qui digitalise le conseil et la formation agricole. Donc notre idée, c'est de pouvoir numériser finalement tous les canaux d'acquisition du savoir de l'agriculteur pour lui permettre d'accéder rapidement à une information fiable et opérationnelle pour pouvoir monter en compétences, interagir avec des experts, d'autres agriculteurs qui ont du savoir-faire. Donc on produit un ensemble de solutions, applications, site internet, plateforme de co-farming. Et ça s'inscrit dans une démarche, vous en avez parlé, qui s'appelle le co-farming. Le co-farming, c'est quoi? Alors le co-farming, finalement, c'est très simple. Le numérique, ça permet de mieux faire circuler l'information, tout simplement parce qu'on casse des limites, et notamment des limites géographiques. Donc l'idée est simple, le co-farming, ce sont des services, des plateformes web qui permettent de mieux faire circuler l'information, casser un certain nombre de barrières pour finalement rendre visible l'invisible. Par exemple, WeFarmUp qui va rendre visible le hangar des différentes fermes dans un environnement pour pouvoir louer du matériel. AgriFind qui rend visible différents experts sur un territoire qui autrement ne pourraient pas être rendus visibles librement sur une plateforme, etc. Échange parcelle qui permet d'échanger finalement rapidement une parcelle avec un voisin qui peut être à 10 km pour avoir une parcelle plus proche. Voilà, donc ce sont tous ces concepts qui permettent de pouvoir mieux échanger, mieux partager au sein du monde agricole grâce au numérique. Alors ça veut dire qu'avant ça se faisait, mais sauf que grâce au numérique, on est capable de s'affranchir des distances. Voilà, effectivement. Et puis en outre, l'idée c'est de dire parce qu'on échange plus vite, on va pouvoir accéder plus vite à de la ressource et gagner en compétitivité. C'est un peu ça aussi le cœur de proposition de valeur du co-farming. C'est présent qu'en France ou à l'étranger aussi? Alors ça s'est voulu international dès le départ. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir rassembler un peu toutes les forces vives qui peuvent exister en France et à l'international. Et puis voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir faire partager ce concept et notamment il y a le co-farming tour qui va arriver là prochainement. Alors c'est quoi le co-farming tour? Alors le co-farming tour c'est tout simplement un camion qui va tourner partout en France pour vouloir comment dire, partager ce qu'est le co-farming. Et puis, donc, on est accueilli. L'idée, c'est d'être accueilli par des exploitants ou des structures qui seraient intéressés pour pouvoir échanger sur toutes ces nouvelles opportunités qu'offre le numérique. Jean-Baptiste Vervy, alors, je l'ai dit, vous êtes agriculteur. Est-ce que ça vous parle, le co-farming? Ah oui, tout à fait. En fait, c'est redonner de l'élan dans le réseau collectif qu'on a déjà entre les agriculteurs. Et le numérique va remettre un coup de boost sur tout ça. Donc, moi, ça me parle bien en tant qu'agriculteur et bien aussi en tant que structure FDSEA dans laquelle on est déjà dans l'esprit collectif. Parce que c'est vrai qu'on est dans une situation qui est compliquée aujourd'hui en matière de revenus des agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des marges de progrès? Oui, c'est clair. On a un gros problème de compétitivité sur les exploitations en France. En moyenne, ça va quand même pas bien. On sait que 2/3 des exploitations ont connu en 2016 étaient en dessous du seuil de pauvreté. Et pour autant qu'on regarde dans les chiffres, on sait qu'il y a des écarts entre les entreprises. Vous mettez 2 entreprises similaires, 10 ans plus tard, vous avez un écart de x4 à cause de décisions sur la commercialisation, sur le choix d'investissement, sur la technique, enfin, sur globalement la gestion d'entreprise. Donc même dans une situation qui est la même pour tout le monde, on s'aperçoit quand même qu'il y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres. Donc il y a des choses à faire. Vous avez parlé de choix d'investissement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une grande variabilité entre fermes? C'est-à-dire qu'on est trop suréquipé souvent? Oui, il y a... Alors, bon, souvent c'est un peu le sujet un peu tabou, mais il y a un peu trop de suréquipement. On peut penser qu'il y a trop de matériel sous les hangars. C'est pour ça qu'on rigolait avec le hashtag Balance ta ferraille en se disant il va falloir être un peu économe. On sait que chez nous, dans la Marne, il y a 300 € d'écart entre les entreprises, 300 € à l'hectare de coût de matériel en plus entre deux types d'entreprises. Alors, sur le matériel, c'est toujours compliqué parce qu'il y a celui qui vient de l'acheter, il y a celui qui le fait vieillir. Bon, mais dans tout ça, quand même, des fois, on s'aperçoit qu'il n'est pas suffisamment exploité. Et il faudrait rappeler aux exploitants, et peut-être que nous on l'a mal fait, organisme agricole, que est-ce que quand j'investis dans un matériel, est-ce que c'est
ça me crée de la valeur ajoutée ou est-ce que c'est toxique? Et bien souvent, c'est toxique. Et le raisonnement sur la fiscalité qui est pris comme prétexte, il est souvent très mauvais à long terme, surtout dans des exploitations qui connaissent maintenant une forte volatilité sur les revenus. Prendre des décisions qu'ils engagent sur plusieurs années alors qu'on ne connaît pas l'avenir, stratégiquement, c'est peut-être plus la bonne méthode, quoi. Et pour être clair, je donne la parole à Sébastien juste après, c'est-à-dire je défiscalise pour ne pas payer de l'impôt, de la MSA, j'achète du matériel. Ouais, tout à fait. Il y a toujours un exemple qui marche super bien, qu'on connaît tous ici. C'est le gars qui, la mauvaise année, s'est dit pour les semis, ça allait pas bien. Allez, j'agrandis, je passe de 4 mètres à 6 mètres. Il se met 70 000 euros sur la tête pour une fois sur 10 cette situation qui arrive. Une fois, il aurait pu mettre 2 000 euros peut-être dans de la location ou faire en prestation. Bah, le reste des années, ça allait bien, alors que là, tous les ans, pendant 10 ans, il va avoir 7 000 euros en plus, alors qu'il n'y avait qu'une année à investir. Donc ça, des raisonnements comme ça, et moi-même sur les exploitations, des fois, sur mon exploitation, des fois, j'en ai eu des mauvais. Cela, faut qu'ils changent parce qu'on sait que l'agriculture va être, les cycles agricoles et la conjoncture va être volatile, donc on ne peut plus avoir ce même raisonnement. Sébastien, vous souhaitiez réagir? Non, oui, c'est pour réagir. Donc là, tu as dit finalement, il y a X euros d'écart entre deux fermes qui ont des structures d'exploitation similaires. Donc finalement, des chances similaires de faire telle ou telle marge à l'hectare. Donc il y a le côté amortissement qui peut gréver la marge semi-nette, mais il y a le côté aussi charge opérationnelle. Et par exemple, il y a une plateforme de co-farming qui s'appelle FarmLeap, où en fait, on va passer du fichier Excel pour comparer deux exploitations à une vraie plateforme dédiée pour comparer des indicateurs technico-économiques. Donc on en revient finalement à ce vrai usage du numérique. C'est-à-dire qu'on passe d'un outil qui est intéressant, qui est Excel, qui est quand même un outil dont tout le monde se sert. Finalement, on va prendre cette base de données et on va sortir des tableaux de bord très intéressants qui permettent de faire de l'émulation de groupe pour gagner en compétitivité. Donc finalement, avec FarmLeap, on vient un peu mettre en forme correctement ce fameux fichier Excel en relation avec les pratiques des agriculteurs pour gagner en compétitivité. Donc je pense que c'est ce type finalement de compétitivité marginale qu'on va pouvoir aller trouver aussi avec les plateformes du co-farming, ou certaines en tous les cas. FarmLeap, c'est une sorte de CETA numérique, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est en gros, on numérise l'émulation de groupe, parce que finalement, le CETA, au départ, la proposition, c'était de dire on va se comparer et avancer ensemble. Maintenant, avec les outils qu'on a, notamment FarmLeap, l'idée, c'est de le faire de façon plus agile, plus précise, pour pouvoir vraiment se focaliser sur des indicateurs objectifs, pour pouvoir modifier ses pratiques. Tiens, toi, tu es plus performant en irrigation ou ta stratégie de fertilisation est meilleure, je m'en aperçois et je la chiffre et je peux la constater et on peut travailler ensemble en groupe avec un animateur ou sans animateur pour avancer. Jean-Baptiste, on dit souvent que l'agriculteur n'est pas partageur, c'est-à-dire qu'il n'aime pas partager forcément avec son voisin, mais avec quelqu'un qui est plus éloigné, pas de problème? Oui, on va dire que parfois, ces voisins, les ententes sont devenues un peu différentes au fur et à mesure des années. Il y a un peu moins d'agriculteurs. Voire des générations. Par des générations, on peut devenir un peu concurrent. Et puis surtout, on peut ne pas avoir le même objectif. Quelqu'un qui a 50 ans et puis un jeune qui s'installe, qui a vécu autre chose, qui a 30 ans, à un moment donné, il peut ne pas s'entendre. Moi, j'ai connu ça d'ailleurs chez moi. À un moment donné, on n'avait pas le même objectif. Et du coup, moi, je travaille avec quelqu'un qui a à 20 km. Bon, on s'est rencontrés, mais les réseaux sociaux, ou le numérique peut nous permettre de rencontrer des gens qui ont les mêmes préoccupations que nous, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on ne se voit plus, parce qu'on ne va plus aux réunions techniques de la coop, parce qu'on ne va plus aux réunions de la banque, parce que voilà, on se déplace plus pareil, on n'a plus les mêmes formations, et du coup, le numérique, ce qui est génial, c'est que ça recrée du lien. Et puis, ce que je peux rajouter par rapport à FarmLeap, où je dis c'est une bonne initiative. Ce qu'il faut absolument par rapport au fait que les exploitations ne sont pas compétitives, il faut remettre en cause en fait, des raisonnements qu'on se dit, qui sont gravés dans nos têtes, qui disent on a toujours fait comme ça. Je ne sais pas faire autrement, ça marche comme ça, je ne peux pas faire mieux. Voilà, il nous faudra des prix parce qu'on ne sait pas faire mieux. Ce n'est pas vrai en fait. Il y a plein d'exemples qui montrent que on peut faire différemment, il faut savoir se bousculer. Et se comparer, c'est une façon d'aller voir quelqu'un qui fait différemment, qui y arrive aussi en faisant différemment. Donc il faut casser les codes pour avancer. Sébastien? J'ajouterais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Donc il y a ce côté un peu rupture psychologique pour pouvoir passer à des fois modifier son système. Et souvent, moi je viens de famille agricole, tout comme toi, et on sait très bien que l'agriculteur passe à l'action et change, non pas parce qu'un technicien vient lui dire tiens fais ça, mais parce qu'il est allé voir dans les champs d'un collègue que ça marchait. Donc je pense qu'aussi favoriser ce lien entre les personnes et surtout favoriser l'échange d'expertise agriculteur à agriculteur, c'est essentiel. Parce que les praticiens ont besoin de praticiens pour progresser.
Et nous, on le voit par exemple sur la plateforme AgriFind, on a déjà 5 personnes qui font du conseil en agriculture de conservation. Aujourd'hui, vous tapez sur Google conseil en agriculture de conservation, vous allez trouver quasiment personne ou juste les personnes qui sont très en vogue et qui sont performants hein, par ailleurs. Mais là, il y a 5 agriculteurs qui proposent leurs services sur une plateforme dédiée. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on accède à de la ressource qui aurait été finalement invisible hein, si le numérique n'avait pas été là. Mais c'est super bousculant ce que vous dites, parce que c'est vrai que l'agriculteur qui fait par exemple du semis sous couvert, qui maîtrise la technique, il la maîtrise et la connaît certainement mieux qu'un technicien dont ce n'est pas spécialement la spécialité. Disons que c'est complémentaire. Moi je pense qu'aujourd'hui sur de l'agronomie complexe, les agriculteurs ont besoin d'autres agriculteurs qui ont vraiment une expérience pratique pour pouvoir progresser. Le technicien a une fonction essentielle, c'est celle de la prise de recul. Celle de pouvoir travailler des itinéraires techniques un peu plus qui font référence sur une zone, donner des focus scientifiques sur le fonctionnement du sol, sur des choses comme ça. Mais on a besoin de praticiens parce que régler une machine, avoir la bonne fenêtre d'intervention, ce sont des choses que les praticiens maîtrisent et ils sont en face de leur réalité chaque jour. Et on a besoin de ce type de retour pour pouvoir progresser beaucoup plus que du top-down, on va dire classique, technicien-agriculteur, qui pouvait être intéressant auparavant, avec des itinéraires techniques, on va dire, assez standardisés. Maintenant qu'on rentre un peu dans de l'agronomie complexe, hein, ce qu'on appelle agroécologie aujourd'hui, on a besoin des praticiens pour pouvoir avancer concrètement, progresser et en groupe. Donc le groupe est essentiel, le lien est essentiel, et c'est vrai que le numérique permet de mieux faire circuler ce lien, permet de mieux mettre en connexion les gens, et ça fait sens dans l'époque dans laquelle on est. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. L'idée, c'est de gagner un revenu complémentaire aussi pour l'agriculteur. Il a un savoir, c'est normal qu'il le fasse rémunérer. Concrètement, comment il se positionne en termes de prix? Alors aujourd'hui, on a choisi entre guillemets, de donner aucune règle. Donc aujourd'hui, un agriculteur sur la plateforme se positionne souvent entre 45 et 70 euros de l'heure pour sa prestation, sur des créneaux qu'il maîtrise. Donc certains, c'est le semi-direct, d'autres, ça va être la méca, d'autres, ça va être même la mise en place d'une épicerie paysanne, parce qu'il sait faire ça et qu'il l'a déjà fait. Donc on a vraiment tout type de compétences qu'on peut échanger avec des gens qui l'ont fait. Hein, c'est intéressant. Puis il y a des techniciens aussi à côté qui sont conjointement sur la plateforme. Comment vous percevez cela? Moi, je partage forcément à 300%. Et il y a notamment un agriculteur qui est sur ta plateforme chez qui moi j'ai emmené un groupe d'agriculteurs et pour aller dans le sens où ce que tu dis, c'est quand on va chez les exploitants, entre agriculteurs, qu'on se dit « Ah, ouais, ça marche ». Et je me souviens d'un agriculteur qui est sur ta plateforme, qui est en Côte d'Or, qui sortait des EBE, alors du coup des résultats économiques, hein, pour ceux qui ne sont pas excédent brut d'exploitation. Voilà, qui est un des meilleurs indicateurs pour regarder la compétitivité des exploitations avec les coûts de production, et qui sortait des EBE, donc aussi bons que certains exploitants de la Marne, pour autant avec des rendements 30% inférieurs. Et quand on va là-bas, on se dit mince, on est nuls, quoi. Nous, ça devrait cracher plus, quoi. Et donc, et ce gars-là, il était très bon techniquement, le matériel brillait, pour le coup. Enfin, je veux dire, on n'était pas revenu à l'âge de pierre, c'était quelqu'un qui était vraiment un très bon technicien, mais qui avait renversé la table, renversé les codes, s'était dit je vais faire complètement autrement. Et voilà, c'est quelqu'un qui est sur la plateforme. Et je pense qu'il y a moi je le vois, il y a plein d'agriculteurs qui se posent des questions aujourd'hui, qui se disent bon, j'avance pas. Et c'est les échanges entre agriculteurs au départ qui fiabilisent l'idée d'y aller. Et puis après, il faut des techniciens il faut plusieurs personnes pour prêcher la bonne parole déjà, et puis pour fiabiliser aussi les essais qui sont faits à droite à gauche, et puis vulgariser les bonnes paroles, quoi. Et j'irai même plus loin, moi je pense que c'est très important aussi aujourd'hui de comprendre que dans un monde où on avance à faire de l'agronomie de plus en plus poussée et de plus en plus technique, l'agriculteur avec ses vraies compétences a besoin d'être rémunéré pour ça. C'est-à-dire que pas tous les agriculteurs peuvent le faire, mais pour ceux qui sont capables de faire à la fois de la pédagogie et de la formation, qu'ils soient rémunérés pour accueillir des gens sur leur ferme ou se déplacer et faire du consulting. Et ça, c'est intéressant aussi parce que on passe finalement du panier garni. Merci de nous avoir accueillis sur votre ferme. On a fait des profils culturaux, on a vu plein de belles choses. On vous remercie, on vous donne une bouteille de vin et puis 4 boîtes de pâté. Alors ça peut être sympa pour certains, mais moi j'aimerais aussi qu'on valorise au juste prix et en euros la compétence de l'agriculteur parce que ça a de la vraie valeur. Voilà. Et vous proposez aussi un système d'alerte. C'est intéressant parce que là aussi c'est du collaboratif. C'est quoi? Finalement, on s'est dit, les agriculteurs, ils ont de plus en plus ça dans la poche. Un téléphone. Un téléphone, un smartphone,
Et donc, le smartphone peut permettre de faire une veille phytosanitaire en grande culture beaucoup plus efficace par des systèmes de tags sur les parcelles où on va pouvoir relater ses observations en temps réel dans une communauté d'agriculteurs et de techniciens. Donc, c'est ce qu'on propose. On digitalise le tour de plaine, on lui permet d'avoir beaucoup plus de vivacité, d'intégrer cette notion de temps réel sur l'intégralité des grandes cultures de la sole française. Il nous manque le lin, la betterave et la pomme de terre, mais ça arrivera en fin d'année. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir organiser des réseaux de veille très vivaces avec son technicien, avec ses collègues agriculteurs, pour pouvoir intervenir au plus juste avec les produits phytosanitaires et monter en compétence sur la reconnaissance des bioagresseurs des cultures. Comme Waze, sauf que là, ce n'est pas pour les radars, c'est pour les maladies. C'est le Waze de la maladie et des ravageurs en grande culture et qu'on va étendre à l'innovation et à d'autres types de propos, on va dire, sous 12-18 mois. Alors, juste pour finir, le Co-Farming Tour, c'est à partir du mois de mai. D'avril. Bon, j'ai essayé. Hein. Je suis plus à partir du mois que vous. d'avril, c'est vrai, effectivement. Et le principe, c'est d'accueillir, justement, peut-être qu'il y a des instituts, des voilà. organismes. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir. Donc on va avoir un véhicule qui va se déplacer partout en France. Et donc, pour toutes les organisations, les agriculteurs qui souhaiteraient accueillir ce véhicule pour pouvoir créer un événement autour du co-farming et partager sur ces nouveaux modes d'usage grâce au numérique, voilà, l'idée, c'est de pouvoir partager au plus grand nombre ces nouvelles façons de faire. Donc, institutions, agriculteurs, si vous êtes intéressés pour accueillir cet événement, un événement chez vous, il suffit d'aller sur le site du co-farming, cofarming.org, et puis vous pourrez trouver cofarming.info. Je vais y arriver. Merci. Bon, dans tous les cas, on trouve avec Google. Voilà, merci à vous. Puis vraiment, c'est vraiment intéressant comment c'est l'occasion de réinventer, grâce au numérique, les formes d'organisation des producteurs, comme cela a pu être fait à l'époque de l'invention des coopératives, des CUMA et de tous les groupements de producteurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et puis merci à vous.